moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'architecture, pour moi, c'est une sorte d'un enfance. Passionné, je voulais faire des livres. La cuisine, c'est quoi? 30 ans que rien n'échappe à son regard aiguisé de félin philosophe. Lui et son maître ne se quittent plus. Le chat et Philippe Geluck sont les invités de ce dernier tête-à-tête de l'année. Mais qui donc est le plus chat des deux? Bonjour Philippe Geluck. Bonjour. Alors vous êtes la Bernadette Soubirous de la bande dessinée parce qu'une nuit, c'est une vierge un peu spéciale qui vous est apparue, une vierge à moustache. Voilà. Mais qui dit que la vraie vierge n'avait pas des moustaches aussi, hein? Peut-être que Bernadette Soubirous nous a menés en bateau. Et peut-être que la vierge avait... On ne sait pas. On ne sait pas. C'est dans sa tête que ça se passait. Et comme elle n'a rien dessiné, elle a juste raconté. Moi, j'ai pu décrire l'apparition. Le chat est grand et je suis son prophète. Votre premier dessin, vous l'avez vendu à 15 ans. Il était un peu décalé déjà. À 18 ans, vous exposez aux côtés de Salvador Dali, de Man Ray aussi. Cette envie de dessiner, elle est héréditaire, elle est née de rencontres, de lecture. Comment est-ce qu'elle est venue? Elle est sans doute héréditaire parce que mon père a été dessinateur de presse. Mon frère est graphiste. Et en fait, du côté graphique, c'est les seuls atavismes que je puisse avoir. Par ailleurs, du côté de mon grand-père maternel, c'était plutôt des gens qui voulaient faire du théâtre. Donc, c'était plutôt le côté spectacle de ce côté-là. J'ai réuni les deux, puisque j'ai été comédien et puis dessinateur. Donc, à un lycéen qui aime le dessin, qui aimerait se lancer dans la BD, comme vous, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de suivre son instinct, le don, le talent, c'est inné? On ne peut pas devenir dessinateur si on n'a pas le sens du dessin. On ne peut pas apprendre à dessiner. On peut apprendre à mieux dessiner, mais pas apprendre à dessiner. Je crois vraiment qu'il faut avoir un œil, une transmission particulière dans le cerveau qui puisse guider la main et qui puisse faire que la main trace sur le papier ou sur la toile ce que le cerveau décide. Je crois qu'on est fait pour certaines choses et heureusement les activités humaines sont multiples, donc il y en a qui sont destinées à la charcuterie et je m'en réjouis parce que j'aime la charcuterie et d'autres à la littérature. Et puis il y en a certains dont on se dit ils auraient mieux fait de faire charcuterie qu'écrivain, mais ça c'est un autre débat. Il y a des charcutiers très artistes aussi, tout est un art dans la vie. Ah mais bien sûr, faire un beau boudin, c'est pas donné à tout le monde. Alors, à propos d'inspiration, un jour Pierre-Auguste Renoir a soupiré, ce dessin m'a pris 5 minutes mais j'ai mis 60 ans pour y arriver. Alors vous, est-ce que l'angoisse de la page blanche, est-ce que ça vous connaît? Je suis pas un angoissé de nature et pour moi la page blanche appelle la tâche. Elle appelle la maculation. Les jours où je ne suis pas très inspiré, je fais semblant, je commence à dessiner, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et peut-être que dans les formes que je vais faire, dans les personnages que je vais mettre, dans l'attitude, dans la mimique d'un personnage, il y a une idée qui va naître. Et puis, heureusement, les jours où je suis inspiré sont plus nombreux, et là, je sais tout de suite ce que je vais faire. Une page blanche, ça m'excite, ça m'appelle. Et donc, clac, les idées naissent et puis je les transcris. Vous n'êtes pas un obsédé de travail, la nuit, vous vous réveillez pas en vous disant « Ah, j'ai ça qui me trotte dans la tête ». Ça m'est arrivé, mais c'est jamais volontaire. Ça arrive quand je commence à rire dans mon sommeil. Mais il m'arrive de rêver d'histoires drôles, c'est-à-dire d'inventer un gag du chat en dormant. Et du coup, ça me fait rire dans mon sommeil, je ris de façon sonore, et puis ma femme me demande de m'expliquer tout de même parce que elle se sent un petit peu exclue de m'entendre rire tout seul comme ça, et puis je lui explique. Alors parfois c'est drôle, parfois c'est nul, mais j'ai déjà publié des dessins issus d'un rêve rigolo. Comment est-ce qu'on pourrait le définir, ce chat ? Le chat est un... qu'est-ce que je veux dire ? C'est un philosophe de comptoir. J'aime bien le comptoir d'ailleurs. Oui, le tennis elbow qu'il pourrait un jour attraper, c'est pas dû au tennis, c'est dû au bois du comptoir de chez Roger. Oui, c'est un pochetron, Et en même temps, il a parfois beaucoup de finesse. Il arrive à asséner des vérités qui sont un petit peu confondantes, mais au milieu de beaucoup de conneries, je l'avoue humblement. Il vous ressemble un peu ? Totalement. Moi, j'ai l'impression que la vie est un jeu.
Enfin, il y a des choses que je prends très au sérieux dans les relations humaines, mais sinon, qu'est-ce qu'on est, je veux dire, dans cet univers en expansion, dans cette immensité dans laquelle nous sommes un grain de poussière. Je veux dire, je vais citer le chat dans une vignette, il dit on ne respire jamais que l'air qui est autour de son nez. Et ben voilà qui est très sage. Voilà. Il est très sage. Est-ce que de temps en temps, il perd un peu sa docilité? Est-ce que vous avez déjà été attaqué pour un dessin? Non, jamais. Et je le regrette. Je voudrais voir ce que ça fait. Un dessin que je publie de bonne foi. Mais en fait, bon, comment dire, je dis des choses sur Dieu et qui peut m'attaquer pour ça? Il lui-même est finalement assez bienveillant envers nous, même quand on dit qu'il n'existe pas. ça le fait ricaner. Je stigmatise un peu les intégristes. Oui, il y a des femmes musulmanes, souvent, les femmes voilées. Les femmes en burqa. Mais là, qui va m'attaquer? C'est les maris. Mais est-ce qu'ils ont assez de recul sur les choses pour lire mes livres? Je ne le crois pas. Ou alors ils ont beaucoup d'humour, mais ils le cachent bien. Donc je ne sais pas qui pourrait m'attaquer. Au fond, je suis un brave type, même s'il m'arrive de dire des horreurs. Et un brave type, on n'a pas envie de lui faire des ennuis. Surtout au chat, en plus. C'est une sorte de marionnette. Si on me dit quelque chose à moi, je dis c'est pas moi, c'est lui. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est un alibi. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez aller emmerder un personnage qui n'existe même pas vraiment? Alors, une question un peu de devoir de philo. Est-ce qu'on va considérer l'humour comme un art? Donc, ça veut dire avec ses avant-gardistes, avec ses génies, c'est Léonard de Vinci. Alors, bizarrement, je ne sais pas si c'est un art. C'est en tout cas un art mineur. Il est considéré comme tel. Même si les hommes ont ri depuis l'aube de l'humanité, même si c'est quelque chose qui est nécessaire à leur survie, à leur santé physique et mentale, dans les traces qui nous restent de l'art et des civilisations, c'est pas le rire qui arrive en premier. C'est toujours des trucs sérieux, des choses sérieuses, des rues baptisées au nom de généraux, de gens qui ont beaucoup de militaires, quelques politiques, quelques intellectuels, mais peu les gens qui ont vraiment fait rire. Et pourtant, si vous questionnez les gens dans la rue, ils vous répondront que c'est une des choses qui est la plus importante pour eux. Et on dira toujours, des médecins, des philosophes diront qu'il est nécessaire qu'on rie tous les jours et que rire plusieurs minutes par jour, c'est un gage de bonne santé et de longue vie. Et ils prescrivent le chat? Ah oui, moi je crois que ça... Enfin, personnellement, je trouve que ça devrait être rendu obligatoire, avec des brigades d'intervention qui viendraient vérifier si les gens sont en règle, etc. Et vous verriez, les gens seraient beaucoup plus heureux. Alors on parlait d'art tout à l'heure. La Vénus de Milo, c'est une statue antique que vous la maltraitez beaucoup. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la Vénus de Milo? En fait, ça remonte, vous citiez tout à l'heure une exposition à laquelle j'avais participé à l'âge de 18 ans. Et cette exposition s'appelait La Vénus de Milo ou les dangers de la célébrité. Elle a toujours inspiré beaucoup d'artistes. Parce que c'est une des images avec la Joconde, une des images clés de la culture classique. Et puis elle est trop bien, quoi, avec ses bras qui lui manquent. En fait, elle fait fantasmer, elle nous fait rêver. Qu'est-ce qu'elle faisait avec ses bras? Est-ce qu'elle jouait des castagnettes? Est-ce qu'elle se grattait? Est-ce qu'elle se touchait? Est-ce qu'elle se caressait? On ne sait pas. Donc, ce fantasme sur les deux membres absents est absolument une source d'inspiration intarissable. Bon, comment est-ce que vous concevez justement vos BD? Le chat côtoie la Vénus de Milo, qui côtoie elle-même des caricatures que vous détournez d'encyclopédie. C'est de l'absurde. Non, c'est un raccourci temporel. Je me trouve moi-même face à ma page blanche comme Dieu créant le monde. J'invente le monde. Donc, dans mon univers à moi, dans ma tête, Napoléon peut côtoyer le marsupilami sans aucun problème. Il suffit que je les dessine ensemble. Et ça, il n'y a qu'un créateur qui peut se permettre ça. Parce que la réalité est un petit peu étriquée, malheureusement. Alors, comment est-ce que vous voyez le dessin dans 50, 100 ans peut-être, à l'époque d'Internet, des images trafiquées? Est-ce qu'on aura toujours la même passion pour le dessin? C'est une chose qui est irremplaçable. Les images détournées sur Internet, c'est des images détournées. Mais je vous assure que un type se met avec un carnet n'importe où, un crayon, et il se met à dessiner quelque chose, les gens vont forcément se mettre autour de lui et regarder. La même chose avec un type et une guitare, ou quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant. Tout ce qui vient du cerveau humain et qu'on peut exprimer de façon simple, au vu des autres,
c'est le b.a.-ba du spectacle, du théâtre, de la communication, et ce sera toujours moderne, ce sera toujours fascinant, parce que inattendu. Si vous regardez quelqu'un dessiner, vous suivez le crayon, vous ne savez pas où il va partir. Et puis il commence à faire une forme, et puis cette forme devient quelque chose, et puis vous dites « Ah tiens, il est en train de dessiner une bouilloire », et puis non, pas du tout, c'est le chapeau d'un gardien du temple de machin, voilà, et il vous mène en bateau. Le dessinateur est un magicien, l'artiste est un magicien. Le dessin vivra autant que le monde. Le monde qui se finit dans pas longtemps, quand même ce mois-ci. Qu'est-ce que le chat pourrait dire de ses dernières paroles avant la fin du monde? Le chat s'amuse surtout de cette avant fin du monde, parce que en fait, il n'est pas complètement con non plus, vous en êtes rendu compte. Donc, il sait que la dernière parole qu'il pourrait dire avant la fin du monde n'a aucun lieu d'être, puisque il n'y aura plus personne pour s'en souvenir ensuite. Ce qui est différent de la dernière parole d'un type qui va crever. Hein, les derniers mots du type qui est sur son lit de mort, il essaye de trouver quelque chose de brillant, parce qu'on se souviendra de lui. Mais comme avec la fin du monde, il n'y aura plus personne pour s'en souvenir, pardonnez-moi, mais il s'en bat les couilles, le chat. Alors on rappelle quand même donc le chat Erectus pour les derniers qui voudraient quand même finir le monde en lisant le chat. Voilà, en beauté. Voilà, moi je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter aux gens. Parce que si les dinosaures avaient eu ça, ils avaient pu lire des trucs rigolos avant de recevoir le météorite, ils seraient morts heureux. Et c'est ça que je peux vous souhaiter à vous. Et à tous vos téléspectateurs, je ne sais pas encore dire, tous vos internautes, je vous souhaite de mourir heureux. Voilà. Merci beaucoup Philippe Geluck. Avec plaisir. Cette histoire de fin du monde me chiffonne un peu, je l'avoue. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu sa fin du monde à lui, ça c'est le retour au néant.